Près de 8 villages incendiés en Ituri, près de la frontière avec Djougou, dans les territoires de Mahagi. Dans ce journal, les SOS de la population pour lui venir en aide. Des scientifiques conduits chez le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Il se prépare à démarrer des essais cliniques sur le Covid-19. C'est l'essentiel des titres de ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette grande édition du journal télévisé pour vous informer. La situation sécuritaire de l'Ituri, plus précisément de Mahagi et les villages environnants, était au centre de la rencontre du caucus des parlementaires de Mahagi et le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. C'était dans la salle de conférence internationale du Sénat. Le territoire de Mahagi et d'autres villes de l'Ituri vivent un drame humanitaire suite aux atrocités telles que les pillages, les maisons incendiées, les viols, les femmes éventrées et les tueries perpétrées par les forces négatives. La population de l'Ituri, par les biais du caucus des parlementaires de Mahagi, sollicite l'implication du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, pour la restauration de la paix durable dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo, devenue théâtre de l'insécurité. La rencontre avec le président du Sénat, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président John Tibasima, était une opportunité pour faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans cette partie de la République et également soumettre des doléances de la population meurtrie. L'attention de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba est allée droit au cœur aux parlementaires de l'Ituri. Nous remercions le président pour sa participation. Il nous a proposé que ce problème sera débattu au Sénat, sera examiné par la commission de la défense du Sénat et nous serons présents, nous suivrons les débats, comment ils se passent. Ému par cette situation, le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, un homme pragmatique, a proposé des pistes et des solutions au niveau institutionnel pour l'instauration de la paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. À la suite de cette rencontre avec la Commission de défense et sécurité, nous allons envoyer une question orale avec débat aux deux ministres, celui de l'Intérieur et celui de la Défense. Et nous allons après formuler des recommandations sur les cas de l'Ituri. De telle façon que si on se rend compte qu'il n'y a pas un début d'exécution de ces recommandations-là, que nous puissions alors prendre l'initiative, ma collègue et moi-même, de demander au président de la République une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Ituri. Je l'ai dit tantôt, 8 villages qui partagent la frontière avec Djougou, dans le territoire de Mahagi, se trouvent incendiés. La population de cette partie du pays lance un cri de détresse aux autorités du pays pour lui venir en aide, même en ouvrant une caisse de solidarité. Peggy Mukunda. En ces temps où le monde est frappé par la pandémie Covid-19, la population des territoires des Mahagi, dans la province de l'Ituri, lance un cri d'alarme aux autorités afin de leur venir en aide suite à l'insécurité répétée dans cette partie du pays. Au total, 8 villages qui partagent la frontière avec Djougou, Zingi, Lakanga, Pakenge, Ndena, pour ne citer que cela, incendiés aujourd'hui par les assaillants, situation qui a poussé la population en débandade, sans abri et sans eau. Les habitants sont exposés au Covid-19. Il y a l'insécurité totale sur toute l'étendue du territoire. On sait qu'est-ce qui se passe réellement, mais nous demandons seulement au gouvernement de nous venir en aide, de faire quelque chose, vu les images, vu combien les femmes souffrent, vu combien les enfants dorment dehors, dans des écoles. Ce n'est pas facile. Nous sommes là pour sonner l'alarme. Si ils peuvent nous venir vraiment en aide, parce que je ne peux pas dormir calmement pendant que ma population est dehors. Nous passions à ce que le gouvernement puisse soutenir même une caisse de solidarité au travers la Caritas Mahagi, qui est quand même fiable. Si on peut ouvrir une caisse de solidarité et que tout le monde pourrait contribuer, pas seulement la communauté, et le gouvernement et tout le monde de bonne foi, on peut les sensibiliser en contribuant même par $1, par 1000 francs.
ça serait quelque chose pour aider cette population-là. Nous demandons aussi au président de la République, l'autorité suprême, s'il peut nous venir en aide en renforçant l'armée, que je salue d'ailleurs leur bravoure à ce moment. Et nous prions vraiment à l'exécutif provincial aussi de sa part de créer une sorte de numéro vert, un numéro qui permettrait à la population d'appeler sans consommer les crédits, dans le but de filer ces informations. Quittons l'Ituri pour le Haut-Katanga, où le maire de Kasumbalesa a échangé avec la délégation de la jeunesse katangaise. C'était sur la situation sécuritaire dans ces coins. De heurts qui ont secoué la ville frontalière de Kasumbalesa entre certains sympathisants de l'UDPS et de l'UNAFEC. De cette partie du Haut-Katanga, la délégation de la jeunesse de l'espace katangais, conduite par son président national José Kaboulo, a rencontré le maire André Kapampa ce dimanche 13 mai 2020. Objectif, s'enquérir sur les raisons à la base des échauffourées entre UNAFEC et UDPS. Des échauffourées qui ont causé pillage des postes de police et certains magasins avant que ces incidents ne débouchent à une provocation entre militants au point de brûler et saccager les bureaux de l'UNAFEC. Cet entretien qui s'est déroulé en présence du commandant police ville de Kasumbalesa s'est traduit par un appel à la paix et à la cohésion entre les deux alliés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais profiter de votre micro, monsieur de la presse, pour inviter mes concitoyens de Kasumbalesa à la paix, au dialogue, à l'acceptation de l'autre, peu importe sa couleur politique, peu importe sa religion, ses activités, ses choix idéologiques et même ses origines. Parce que comme cité frontalière, nous avons besoin d'apprendre chacun de l'autre. Et donc, restons calmes, restons chez nous. Si vous avez à revendiquer, il y a des canaux par lesquels vous pouvez passer, c'est notamment nous rencontrer, nous, comme pouvoir public. Je lance donc un message de paix, qu'on vive comme nous l'avons toujours été, en se respectant mutuellement et en se mettant au travail. D'une rencontre à une autre, le président de la jeunesse de l'espace katangais, José Kaboulo, et toute sa suite ont entamé une série de consultations avec les différents cadres de base. Dans un franc échange, José Kaboulo a exprimé à ses hôtes le vœu de voir tous les habitants vivre dans la paix. Le vivre ensemble en toute quiétude devra favoriser le développement de Kasumbalesa. Très attentif aux propositions des uns et des autres pour une issue favorable de paix, le président José Kaboulo a, à l'issue de cette rencontre, promis de renforcer et redynamiser les actions sociales et communautaires de la jeunesse de l'espace katangais dans ces coins du Haut-Katanga. Le nouveau bureau du Conseil économique et social vient d'être installé. Jean-Pierre Kiwakana est réélu président de cet organe consultatif. Il appelle les conseillers de la République et les nouveaux bureaux de travailler dans l'unité et l'harmonie. Reportage d'Annie Malaka. À l'issue du vote par consensus, Jean-Pierre Kiwakana a été reconduit comme président du Conseil économique et social. Il sera désormais secondé par Timothée Mouteba, premier vice-président, et le professeur Léon Kiaboba, deuxième vice-président. René Ngongo est désigné rapporteur, Elias Astrid Martins, rapporteur adjointe, Guénéry Gobert, questeur, et Béatrice Kipoulou, questeur adjointe. Dans son allocution, le président Kiwakana a rappelé à l'intention des 17 nouveaux conseillers la mission assignée à cet organe consultatif. Jean-Pierre Kiwakana a appelé ses pairs à travailler dans l'esprit d'équipe dans le but d'atteindre sans faille leur objectif. Vous qui avez l'honneur d'en faire partie parmi les 80 millions de Congolais, il nous est demandé d'en être dignes dans nos interventions, dans nos comportements. Le Conseil a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales, lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et ou le gouvernement. Timothée Mouteba, premier vice-président, a au nom des nouveaux promus remercié les conseillers de la République pour la confiance faite en leur personne, mais aussi sollicité du soutien de ces derniers pour le bon fonctionnement du nouveau bureau.
Le président Jean-Pierre Kiwakana a à cette occasion présenté au Conseil de la République Blaise Akoka, le nouveau secrétaire général nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout s'est passé dans le strict respect des mesures barrières érigées par les autorités du pays contre le coronavirus. Le numéro 1 du Conseil économique et social a appelé les conseillers de la République à travailler dans l'unité et l'harmonie. Le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, a conduit une équipe de chercheurs congolais auprès du Premier ministre Ilunga Ilukamba. Cette équipe souhaite procéder aux essais cliniques sur base des protocoles dont elle dispose. Françoise Bouela, Pompoumba. Le remède miracle contre le coronavirus made in RDC va-t-il bientôt sortir des laboratoires? Ce qui est certain, les cerveaux se mettent ensemble. Des protocoles sont prêts et ont été présentés au Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Pour le moment, il n'y a pas encore la solution congolaise, puisqu'un protocole, une solution doit passer par des essais cliniques. Nous avons des propositions, je vous ai parlé des cas de Lubumbashi, des protocoles qui viennent avec le professeur Ekwalanga, je vous ai parlé des cas de Dr Vangou, il y a les cas de notre frère qui viennent de Paris à Trémiazia, de Dr Jérôme. Il y a beaucoup de solutions qui sont présentées comme protocoles, mais ces protocoles ne peuvent être utilisés par l'équipe de riposte que s'ils passent par les comités d'éthique. Mais également, il faudrait qu'il y ait des essais cliniques. Les essais cliniques, nos chercheurs de Lubumbashi sont arrivés avec la proposition concrète de pouvoir faire des essais cliniques sur plus de 30 personnes, des cas de personnes contaminées. Ils sont prêts à prendre en charge pour démontrer que la solution qu'ils apportent peut trouver la solution pour notre population. Lors d'un conseil des ministres, le chef du gouvernement avait exprimé sa disponibilité à recevoir des chercheurs congolais. Et le mardi 12 mai 2020 dans la soirée, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda, s'est fait accompagner de la forte équipe de la commission scientifique. Des grandes signatures telles que Ekwalanga en font partie. La commission scientifique a démontré auprès de son Excellence, M. le Premier ministre, qu'il y a possibilité de prendre en considération 4 sous-commissions importantes. La sous-commission de prévention avec son président, la sous-commission de dépistage, la sous-commission de riposte, mais également la sous-commission stratégique. Le Premier ministre a directement demandé qu'on organise une réunion un peu élargie au comité de riposte avec le ministère de la Santé, mais également le task force de la présidence. Nous allons pouvoir rapidement faire une autre réunion pour que ces différentes propositions soient proposées également et élargir, appeler tout le monde à pouvoir se mettre autour d'une même table pour pouvoir combattre le Covid-19. Dans un entretien avec le gouverneur du Kwilu et celui du Kwango accompagné du ministre des Transports, il a été question d'évaluer la levée des barrières, décision du gouvernement pour éviter la rupture du ravitaillement de Kinshasa en produits vivriers. Il y a le résultat après la suspension de ces taxes. Le maïs, le foufou qui se vendait à 80 000, maintenant c'est 55 000. C'est compte tenu de mesures urgentes du gouvernement qui a fait qu'à ce jour, il n'y a pas pénurie de produits de première nécessité à Kinshasa. La suppression des taxes constitue un manque à gagner pour les provinces greniers de la capitale. Un plaidoyer a été fait pour le paiement de la rétrocession. Notre échange entre le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique et l'auteur du protocole Bela Unulu 20, efficace dans le traitement du Covid-19. Il s'agit du professeur Ekwalanga. Mais bien avant, José Panda Kabangu a reçu les ingénieurs qui sont venus lui présenter des lave-mains intelligents, efficaces pour éviter toute forme de contamination contre le Covid-19. 5 jours, c'est la durée minimum de traitement contre le Covid-19 avec le protocole Bela Unulu 20 du professeur Ekwalanga. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu, toujours préoccupé par la lutte contre cette épidémie, a échangé avec le professeur Ekwalanga sur la possibilité de faire des essais cliniques.
Nous n'avons pas inventé la chloroquine, nous n'avons pas inventé les interférons. Nous avons l'originalité d'utiliser ces molécules pour un but de soigner le coronavirus. Nous avons l'approche qu'on appelle compassionnelle. Ça veut dire lorsqu'un médecin est devant un malade, il a des molécules qui peuvent donner un plus au malade, il a le devoir de les donner. Ce protocole qui contient la partie prévention et la partie traitement a comme originalité la déviation des molécules qui sont les interférons alpha, les interférons gamma, la chloroquine et les antioxydants. Après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le docteur Jérôme Mouniangui a échangé ce mercredi 13 mai 2020 avec le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué. Il était question de signifier le rôle que joue le ministère de l'Environnement, surtout pendant cette période où le pays est touché par le Covid-19. Un très bon assainissement est important dans l'hygiène qui demeure la première règle de la santé. Vous avez dans des grandes villes, la lutte contre le Covid-19 passe aussi par l'environnement. Donc vous pouvez attraper le virus dans l'environnement. Je crois que dans la lutte contre le Covid-19, je crois que le ministère a déjà fait, on a vu tous, on a suivi tout ce qui a été fait. Je crois que si ça continue comme ça avec la direction de l'environnement, ça va être une très bonne chose que le ministère de l'Environnement soit impliqué dans la lutte contre les maladies. Et surtout les maladies dont la transmission aussi dépend des facteurs environnementaux. Le docteur Jérôme Mouniangui a félicité le ministère de l'Environnement et Développement durable pour les travaux abattus pendant cette période de coronavirus dans la désinfection des bâtiments publics tels que l'immeuble du gouvernement, les palais du peuple, la commune de La Gombe et j'en passe. Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement et Développement durable, a encouragé ses chercheurs d'avoir regagné son pays, la République démocratique du Congo, pour travailler. Aussi, hommage au chef de l'État qui a permis les retours au pays de ces scientifiques. Voilà, après les ministres de recherche scientifique, les chercheurs congolais étaient également l'hôte du ministre de l'Environnement. C'était pour parler toujours du Covid-19. Les programmes d'urgence multisectoriels d'atténuation de l'impact du Covid-19 intégrés dans les collectifs budgétaires, sujet au centre des discussions entre les quelques membres du gouvernement et les vice-premiers ministres et ministres du budget, Jean Baudouin Mayo. Des précisions avec Cédric Kenina. Pas plus de 10 personnes autour de la table. Ces membres du gouvernement, accompagnés de quelques experts, ont réussi à intégrer parfaitement collectifs budgétaires et programmes d'urgence multisectoriels d'atténuation de l'impact du Covid-19. L'autre paire des manches, ce sont des projections. Comment se feront la rétrocession aux provinces, la viabilité du Fonds national de péréquation, autant de questions examinées au cours de cette séance de travail présidée par les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Baudouin Mayo. J'ai été émis le souci que nous puissions regarder les aspects de la décentralisation, spécialement la rétrocession aux provinces et surtout la viabilisation du Fonds de péréquation nationale. Ce programme nous permet d'avancer, d'aller vite en la matière parce que là, nous sommes en train de courir derrière le temps pour rattraper le Parlement avant que sa session ne se termine. Alors, quant à ce, va préparer le dossier, le ministre d'État Zarias Rouberois, qu'il va présenter au Premier ministre pour qu'il réunisse une équipe un peu plus large que ça, afin qu'il y ait un consensus et que finalement le Conseil des ministres en décide en définitive. Dans la pratique, les programmes multisectoriels d'urgence d'atténuation de l'impact du Covid-19 en RDC présentent une enveloppe globale de près de 50 millions de dollars américains. C'est pratiquement depuis 2 mois que l'économie congolaise connaît un ralentissement dû au confinement du centre d'affaires. Les opérateurs économiques demandent pour ce faire le déconfinement dans le respect des normes sanitaires pour sauver les entreprises des gens par terre, nous dit Joël Lungenza. La crise sanitaire a sérieusement entamé l'efficacité de l'économie mondiale. Même les plus puissants ont fléchi. Comme conséquence, on enregistre de nombreuses faillites entraînant des chômages, même chez les grandes puissances comme les États-Unis. Aujourd'hui, certains ont pris l'option, à l'instar de la France, de déconfiner
pour sauver encore ce qui peut l'être. Et qu'en est-il de la RDC, qui a déjà une économie extravertie? Le confinement de la Gombe, centre d'affaires du pays, se fait sentir. Le vice-président national de la FEC, Dieudonné Kassembo, a présenté un échantillon pour démontrer comment les opérateurs économiques congolais paraissent essoufflés. Le cas de l'hôtellerie. Et voilà le coronavirus où il nous place dans la situation qui nous place aujourd'hui. Tout est fermé. Nous ne savons plus fonctionner et nous ne savons pas au jour d'aujourd'hui prévenir, anticiper l'avenir. Nous ne savons pas vers où nous partons. Quand est-ce que l'activité économique va reprendre dans ces pays? Aujourd'hui, il faut redémarrer l'économie. Et pour redémarrer l'économie, il faut réouvrir la circulation dans la République pour que maintenant les gens puissent recirculer entre le Katanga, le Kivu, le Kasaï et Kinshasa. Et voir peut-être dans un avenir proche de réouvrir nos frontières avec un contrôle très important de sanitaire. Autre secteur, les domaines pharmaceutiques. Malgré la sensibilité due à la pandémie, il semble asphyxié. Si cette situation continuait et si le gouvernement ne prenait pas de précautions, nous serons en rupture de beaucoup de produits. Alors si le gouvernement peut nous faciliter, les importateurs, s'ils peuvent nous faciliter par des vols spéciaux pour amener des produits de première nécessité dans la ville de Kinshasa et y compris toute la République. Si le gouvernement ne prend pas de précautions d'ici là, tous les produits seront en rupture. Et ce sera encore plus catastrophique que le coronavirus. Pour éviter le pire, le monde des affaires congolais pense qu'il faut déconfiner tout en prenant en compte les mesures de protection. Il est grand temps que les autorités politiques décident qu'on aille vers le déconfinement dans le strict respect du protocole sanitaire parce que nous risquons d'être beaucoup plus entamés par la crise due au confinement que par la pandémie elle-même. De toutes les conclusions que nous avions reçues de nos membres, il s'est fait que dans la ville de la Gombe, c'est là où se trouvent tous les sièges des entreprises qui sont à travers toute la République. Malgré qu'il y a celles-là qui travaillent en effectif réduit, mais la qualité, les rendements même ne suivent pas. C'est comme ça que ça risque d'avoir des répercussions sur l'économie et la crise va s'aggraver de par les manques de produits, la carence de stocks de beaucoup d'industries comme de beaucoup d'activités. Les femmes africaines s'engagent à faire face au Covid-19 à travers cet engagement pris au cours de la réunion des ministres africains en charge du genre au sein de l'Union africaine. Au cours de cette vidéoconférence, la RDC était représentée par la ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles, Béatrice Loméa, qui est en même temps présidente technique spécialisée sur l'autonomisation de la femme. Plusieurs rencontres à l'échelle internationale et africaine annulées suite à la pandémie du Covid-19. La vidéoconférence serait cet outil à distance pour répondre à certains rendez-vous. Les ministres africains en charge du genre et de la femme se sont réunis sous la bannière de la direction Femmes, Genre et Développement de la Commission de l'Union africaine en partenariat avec la division Genre, Pauvreté et Politique sociale et l'ONU Femmes pour une concertation en vue de réaffirmer leur unité face au Covid-19 et approfondir en même temps leur engagement envers les femmes africaines en première ligne contre cette pandémie. La ministre du Genre de la République démocratique du Congo et présidente du comité technique spécialisé sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre de l'Union africaine, Béatrice Loméa-Tilité, en lien avec d'autres participants, en donne la quintessence. Vous pouvez compter sur la pleine collaboration des ministres africains en charge du genre et de la femme pour mener à bien cette lutte continentale et mondiale contre le Covid-19. Cette rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une initiative qui a été entamée par l'Union africaine depuis le mois de mars 2020 et qui concerne les questions relevant de l'impact de la pandémie actuelle sur les femmes en Afrique. La patronne du genre, Béatrice Loméa-Tilité, a également participé à la réunion du Conseil consultatif des femmes, présidée par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU sur les femmes, paix et sécurité dans la région des Grands Lacs. Catherine Samba-Panza, ancienne présidente centrafricaine pendant la transition, était comptée parmi les intervenantes.
Un rapport détaillé sur les effets du Covid-19 dans les entreprises minières présenté ces jours dans les soucis de préserver l'emploi dans ces secteurs et améliorer les conditions de déconfinement des travailleurs. Juste après cette réunion, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale avait réceptionné les mémorandums de l'intersyndicale du Lualaba. Robert Ndaye. La situation dans certains camps miniers inquiète sérieusement le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba. Les conditions du confinement total des travailleurs posent un sérieux problème. Il était temps que l'intervention du gouvernement vienne face à la précarité qui guette des milliers de familles de travailleurs. Il a été rapporté au ministre d'État, ministre de l'Emploi, Dr Denis Lungankoulou, et celui des Mines, que les travailleurs de certaines entreprises minières du Lualaba protestent contre le mauvais traitement en cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo suite au coronavirus. C'est pour écouter et vérifier ces allégations que les deux membres du gouvernement ont entamé des visites dans certaines entreprises minières. À la société Somidaise, une réunion a regroupé autour d'une table la délégation gouvernementale et les responsables de cette entreprise. Des recommandations ont été formulées après la visite du camp du confinement. À l'entreprise MMK, c'est dans une ambiance fraternelle que la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a insisté sur la nécessité de commencer le processus d'installation de la délégation syndicale pour gérer toutes les questions sociales. Si ailleurs les conditions de restauration et de logement posent problème, ce n'est pas le cas à Tenke Fungurume Mining, qui en plus de la réponse positive à l'appel du gouvernement national et provincial en honorant sa responsabilité sociétale avec un don de $400 000 et un prêt d'une ambulance à la province du Lualaba pour lutter contre le coronavirus, TFM organise de très bons services de restauration et logement de ses agents et cadres qui prennent 2 fois par jour un repas dans des conditions acceptables. Le gouvernement fait des efforts pour accompagner les entreprises dans le maintien de l'économie. TFM, qui emploie 5 831 contractants, a confiné 55% de ses agents, prenant en charge 29 000 dépendants. Interrogés sur les conditions du confinement de ces travailleurs, les responsables de TFM disent prendre ces décisions pour éviter que les agents et cadres soient contaminés à la cité par le coronavirus. Situation épidémiologique du Covid-19 en RDC. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'au 12 mai, le cumul est de 1169 cas confirmés, 50 décès, 148 personnes guéries et 318 cas suspects sont en cours d'investigation. Les zones les plus touchées de Kinshasa sont Kokolo, 188 cas, Bizao zone, 115 cas, Gombe, 104 cas, Limete, 98 cas et Binza Météo, 57 cas. Suivons à présent les messages de la conseillère spéciale en charge du genre et de violences, de lutte contre les violences envers les femmes sur une ligne verte pour permettre aux femmes et jeunes filles de dénoncer les cas de violence. En ce temps de confinement dû à la pandémie du Covid-19, force est de constater que les femmes, les jeunes filles et les petites filles sont de plus en plus victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Viol, violences conjugales de toutes sortes, maltraitance, exploitation, discrimination et kidnapping. Pour combattre ce fléau et porter assistance à toutes celles qui en ont besoin et considérant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la promotion et la protection des droits humains, le cabinet de la conseillère spéciale en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme du chef de l'État, avec l'appui technique et financier de l'UNFPA et du BCNUDH, s'est résolument engagé à réactiver et mettre à la disposition de toute la population congolaise un numéro gratuit, le 122. Ainsi, et dans les tout prochains jours, toute personne victime de violences à travers l'ensemble du territoire national peut appeler gratuitement le numéro 122 pour recevoir en ligne et en toute confidentialité l'assistance et la protection nécessaires grâce aux différents spécialistes qui seront mis à leur disposition. Psychologues,
médecins, aides juridiques et judiciaires par des avocats, conseillers matrimoniaux ainsi que la police. Grâce au numéro 122, dénonçons et brisons le silence. L'Union nationale de la presse du Congo, INPC, conduite par son président intérimaire, Placide Tabasenge Bakia, plaide pour tous les journalistes traînés devant la justice par les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les délégués sont au micro de Lopez Kakuba. La délégation de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, conduite par son président intérimaire Placide Tabasenge Baïka, venu plaider les cas des 3 journalistes dont Edmond Izouba, Israël Mutombo et Yves Bouya, traînés devant la justice par les membres du bureau de cette assemblée provinciale, tous députés. Lors des échanges, le président Placide Tabasenge a surtout plaidé auprès de leurs interlocuteurs que les dossiers de ces journalistes incriminés soient ramenés et traités au niveau de la corporation où il existe une commission de discipline et d'éthique professionnelle susceptible de juger équitablement leurs pairs. Nous voulions qu'au lieu que ces dossiers soient au niveau judiciaire, nous avons voulu qu'au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, par sa commission de discipline et d'éthique professionnelle, puisse voir les dossiers. Alors nous avons eu le sentiment agréable du président de l'Assemblée provinciale. Ce qui est vrai, c'est que d'ici là, l'Assemblée provinciale de la ville va écrire à l'Union nationale de la presse du Congo par l'entremise de la commission de discipline pour examiner ces cas de manière plus approfondie. Le président de l'Assemblée provinciale a accédé à cette demande moyennant rectification de propos dommageables. Rappelons que les accusés prénommés avaient propagé à travers le média que le bureau Godempo Muteba avait surfacturé plus de 3 millions de dollars américains les devis de l'immeuble en construction derrière le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Avant de se séparer, la délégation de l'UNPC a été invitée à visiter les nouveaux immeubles où les travaux sont pratiquement arrivés vers la fin. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Près de 8 villages incendiés en Ituri, près de la frontière avec Djougou dans le territoire de Mahagi. Vous avez suivi dans ce journal les SOS de la population de cette partie du pays. Des scientifiques conduits chez le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Ils se préparent à démarrer des essais cliniques sur le Covid-19. Voilà, c'est donc par là que nous terminons ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous avez accordée à cette édition. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à Joël Lungenza qui l'a réalisé et qui l'a coordonné. À Rodépanda qui l'a réalisé et Emmanuela, commissaire qui était à sa rédaction. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette édition. Prenez rendez-vous avec les informations à minuit. Un clin d'œil à Blandine Wavingana qui souffle une bougie de plus dans sa vie. Au revoir.